Bonjour, chers élèves du deuxième année baccalauréat, option Sciences Maths A. Toujours dans la poursuite des séquences concernant la première unité, transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique humaine, on va aujourd'hui s'intéresser au rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du nombre de chromosomes chez une espèce. Pour cela, on va se fixer deux objectifs principaux. Le premier, c'est identifier les différentes étapes de la méiose. Le deuxième, c'est déduire le rôle de la méiose et de la fécondation dans le maintien du nombre de chromosomes au cours des générations. Donc, on va subdiviser notre travail en deux activités. Donc, la première, on va faire connaissance, on va découvrir ensemble et on va décrire les différentes étapes de la méiose. Pour cela, on va projeter une vidéo qui concerne la méiose chez le lit, c'est-à-dire la fleur du lit. La cellule mère des grains de pollen, par exemple, ou bien des gamètes en général. Donc, on voit la condensation de la chromatine en chromosomes, ou bien l'individualisation des chromosomes, petit à petit, apparition des chromosomes. Puis, on voit qu'il y a des mouvements à l'intérieur de la cellule. On va voir après comment. Voilà. Remarquez bien la séparation des deux lots et la formation de deux cellules filles. Et on entame directement. Ici, on arrive à 4 cellules filles. Donc, ce qu'on peut tirer de cette vidéo-là, c'est que la méiose est un ensemble de deux divisions qui se succèdent dans le temps, à partir, bien sûr, d'une cellule mère qui va donner les gamètes ou bien les cellules filles. Maintenant, on va passer au détail et on va, en quelque sorte, étudier chaque étape de façon indépendante. Voilà, la première division. Donc, la première division, de quoi elle est constituée? Ici, vous avez la photo pendant la première phase et qu'on appelle la prophase. Donc, voilà, ça c'est l'image réelle et on a schématisé un schéma interprétatif. Donc, ce qu'on a tout à l'heure dit, donc il y a la condensation de la chromatine en chromosomes. Et chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc, on dit qu'il est bichromatidien. Donc, en début de prophase, il y a condensation de la chromatine en chromosomes, disparition de la chromatine et apparition des chromosomes. Ça, c'est pendant le début. Maintenant, on va voir vers la fin de cette première phase, toujours qui est la prophase 1, l'apparition des chromosomes homologues qui vont se mettre l'un à côté de l'autre, formant ce qu'on appelle des tétrades. Les tétrades. Et les points de jonction, ou bien d'attachement, ou bien de contact entre deux chromosomes homologues, c'est ce qu'on appelle les chiasmes, au pluriel bien sûr. Donc, si on veut citer ou bien décrire les différentes étapes, il y a premièrement un gonflement du noyau, disparition de l'enveloppe nucléaire. Bien sûr, le matériel génétique doit sortir du noyau. Formation d'un fuseau de division, ou bien ce qu'on appelle le fuseau achromatique. C'est lui qui va assurer les mouvements à travers toutes les étapes de la méiose. Et la condensation et appariement des chromosomes homologues.
et formation des tétrades en fin de compte. Ça, ce sont les principales caractéristiques de cette première étape qu'on va appeler la prophase 1. Maintenant, on va passer toujours dans la première division. Vous voyez là, c'est l'image d'une autre étape et qu'on appelle la métaphase 1. Et ici, vous avez le schéma interprétatif. Donc, tous les chromosomes, bien sûr, en 2 chromatides, vont s'aligner et vont occuper le milieu de la cellule qu'on va appeler la plaque équatoriale. La plaque équatoriale, donc, c'est une caractéristique de cette étape. Donc, juste un petit détail, c'est que les centromères sont de part et d'autre de cette plaque équatoriale. Voilà. Toujours le fuseau de division qui va assurer les mouvements. Donc, les tétrades occupent le milieu de la cellule, ou bien ce qu'on a appelé le plan équatorial de la cellule, de manière que les centromères sont de part et d'autre de ce plan imaginaire qu'on a appelé la plaque équatoriale. Maintenant, la troisième étape, voyez la photo. Donc, déjà, je peux dire qu'il y a 2 lots. Donc, ici, on l'appelle l'anaphase 1. Ça, c'est la photo, et ici, c'est le schéma d'interprétation. Donc, vous voyez bien qu'il y a 2 lots de chromosomes. Et ici, il y a une séparation, une disjonction des chromosomes homologues sans qu'il y ait une fissuration ou bien une dislocation du centromère. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc, ça, c'est l'anaphase 1. Donc, les 2 chromosomes homologues se séparent. Donc, c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'on va passer d'une cellule à 2N vers une cellule à N. Si je cache par exemple ici, ce que vous voyez en haut, ce sont 2 chromosomes qui ne se ressemblent pas. Donc, c'est un N dans un pôle. Et l'autre pôle également, 2 chromosomes qui ne se ressemblent pas, qui ne sont pas homologues. Donc, il y a passage progressif à N. Donc, l'anaphase 1, séparation des chromosomes homologues de chaque bivalent sans clivage ou division des centromères. Émigration vers chaque pôle d'un lot de N chromosomes. N, ça veut dire qu'il n'y a pas de chromosomes homologues. Voilà, la dernière étape de cette première division de la méiose. Donc, vous voyez la photo et le schéma interprétatif. Ici, vous voyez que les lots qui occupent chaque pôle vont en quelque sorte se regrouper, se condenser et reformer à nouveau la chromatine. Et petit à petit, il y aura division du cytoplasme vers la fin de cette même étape, c'est ce qu'on appelle la cytodiérèse, division du cytoplasme, et formation de 2 cellules filles, cette fois-ci avec N chromosomes. On a commencé avec une cellule mère avec 2N égale à 4. Ici, on va se retrouver avec 2 cellules filles, N égale à 2, N égale à 2. Donc, vers la fin, c'est ce qu'on va obtenir. Maintenant, on déduit que cette première division, elle est réductionnelle. Pourquoi elle est réductionnelle? Parce qu'elle a réduit le matériel génétique de 2N à N. À partir d'une cellule diploïde, on a obtenu 2 cellules filles haploïdes. Voilà. Réapparition de l'enveloppe nucléaire, mais c'est très très court parce qu'on va passer directement à la prophase 2. Voilà. La deuxième division de la méiose, donc il y aura toujours, vous voyez là, le gonflement à nouveau du noyau, disparition de la membrane nucléaire, tout ce qu'on a dit, et ceci au niveau de chaque cellule fille. Voilà, donc le schéma qui va illustrer l'étape concernée, et vous remarquez bien que même dans cette étape-là, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. On parle de chromosomes bichromatidien. Voilà, donc les caractéristiques, ce sont les mêmes que la prophase 1, sauf qu'ici, il y a des cellules à N chromosomes. Donc, elles débutent immédiatement après la télophase de la première division méiotique avec des chromosomes déjà condensés, un nouveau fuseau de division qui va permettre également les mouvements et ainsi de suite. Voilà. On passe maintenant à la deuxième étape de la deuxième division méiotique.
vous voyez bien également que les chromosomes s'alignent ou bien occupent le milieu de la cellule qu'on appelle la plaque équatoriale. Donc cette plaque équatoriale, elle caractérise la métaphase. Ici, c'est la métaphase 2. Voilà le schéma interprétatif. Ici, il faut faire attention, il n'y a pas de chromosomes homologues, ce sont de simples chromosomes qui vont occuper la plaque équatoriale. Voilà, et le fuseau de division qui va assurer les mouvements. Donc les chromosomes s'alignent à nouveau à l'équateur de chaque cellule fille. Voilà, on arrive maintenant à la troisième étape qui est l'anaphase 2. Donc vous voyez bien ici une autre chose qui distingue l'anaphase 1 de l'anaphase 2. Donc ici on a la fissuration du centromère et la séparation des chromatides de chaque chromosome. Donc ici, ça ressemble à une mitose simple. Division du centromère, ou bien clivage du centromère, et séparation des chromatides de chaque chromosome. Voilà. Maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est la télophase 2. La télophase 2. On passe maintenant, le matériel génétique a été divisé. On va diviser maintenant le cytoplasme, c'est ce qu'on appelle la cytodiérèse. Donc le résultat, c'est la formation de 4 cellules filles haploïdes. 4. Donc cytodiérèse et formation de 4 cellules filles à N chromosomes monochromatidiens. La reformation à nouveau de la membrane nucléaire et la disparition du fuseau achromatique, ou bien le fuseau de division. Donc, cette deuxième division, elle est qualifiée de division équationnelle. Pourquoi équationnelle? Parce qu'on a débuté avec 2 cellules à N chromosomes et on a obtenu 4 cellules à N. Donc, le point de départ, c'est N chromosomes, le point d'arrivée, c'est N chromosomes. On la qualifie de division équationnelle. Donc, pour récapituler, donc, on va commencer par une cellule mère à 2N. Ici, pour simplifier, on a choisi une formule chromosomique simple, 2N égale à 4. Donc, vous voyez là, par exemple, 2 chromosomes homologues, 2 autres homologues. Donc, 2 grands et 2 moyens de taille, si j'ose dire. Donc, qui va donner une cellule, ou bien, pardon, 2 cellules filles à N chromosomes. On a appelé cette division-là la division réductionnelle. Voilà. Maintenant, ces 2 cellules filles, à travers une autre division qu'on a appelée la division équationnelle, va donner 4 cellules filles. Et la méiose, le phénomène biologique sujet de notre activité, c'est la somme ou bien la succession de ces 2 étapes, à savoir la division réductionnelle et la division équationnelle. Voilà. La méiose se compose alors de plusieurs étapes qu'on peut regrouper en 2 divisions cellulaires, la division réductionnelle et la division équationnelle. Donc, je tiens à mettre le point sur 2 étapes principales. Il faut toujours mettre dans la tête la différence entre l'anaphase 1 et l'anaphase 2. Donc, je vous rappelle, l'anaphase 1, il y a séparation des chromosomes homologues sans fissuration du centromère. Chaque chromosome est formé de 2 chromatides. L'anaphase 2, il y a clivage ou bien fissuration du centromère et séparation des chromatides filles. Chaque chromosome, cette fois-ci, est formé d'une seule chromatide. Donc, la première division est réductionnelle. Elle permet le passage d'une cellule à 2N diploïde à 2 cellules à N. La deuxième division, elle est équationnelle. Elle permet le passage de 2 cellules à N chromosomes à 4 cellules à N chromosomes également. Voilà. À partir des dosages maintenant, on va s'intéresser à la quantité d'ADN avant et au cours de cette méiose. Que subit la quantité d'ADN d'une cellule mère avant et après, ou bien au cours, de la méiose. Donc pour ceci, on va suivre en fonction du temps la quantité d'ADN
bien sûr en unité arbitraire chez une espèce donnée. Donc on obtient ce type de graphe donc, qu'on peut diviser en plusieurs étapes. Donc vous voyez là, il y a une augmentation de la quantité d'ADN, donc c'est ce qu'on a appelé la réplication. Donc la réplication ou bien la duplication de l'ADN, il précède la méiose. Ici vous avez la première division qui est réductionnelle et la deuxième division qui est équationnelle. Donc si on veut décrire ce graphique, on a une phase de réplication où il y a duplication de l'ADN, on passe de Q ADN, une quantité Q vers une quantité 2Q, puis un plateau, et vers l'anaphase, on va descendre, ou bien la quantité d'ADN connaît une chute, de telle sorte à ce qu'elle passe de 2Q à Q, puis à nouveau, dans la deuxième division, il va passer de Q à Q sur 2. Donc, on en déduit que la méiose est toujours précédée par une seule duplication qui se fait pendant l'interphase. Voilà. Avant la méiose, il y a réplication de l'ADN, bien sûr. Lors de la première division, les paires de chromosomes homologues sont séparées et le noyau de chaque cellule fille contient N chromosomes à 2 chromatides. Ça, c'est très important et plus précisément, il se passe au niveau de l'anaphase 1. Maintenant, pendant la deuxième division, il y a séparation des chromatides filles et chaque chromosome est formé alors cette fois-ci d'une seule chromatide. On obtient 4 cellules filles et dont les chromosomes sont formés d'une seule chromatide. Et la quantité d'ADN, bien sûr, elle passe à Q sur 2. Voilà. Après la phase de réplication, où se passe la duplication de l'ADN, la duplication du matériel génétique, la méiose, par ces deux divisions, réductionnelle plus équationnelle, permet le passage d'une cellule ou bien de la phase diploïde vers la phase haploïde. Donc, l'intérêt, si j'ose dire, de la méiose, c'est la réduction chromatique. Il permet la production de cellules haploïdes à partir de cellules diploïdes. Donc, on va passer de 2N à N. Maintenant, la fécondation. La fécondation, comme vous savez déjà, c'est la fusion entre un gamète mâle et un gamète femelle. Donc, considérons une cellule à 2N chromosomes. Pour simplifier, on choisit toujours 2N égale à 4, par exemple. Une autre cellule femelle, une cellule mère femelle, avec également 2N égale à 4. Donc, lors de la méiose, il y aura formation soit des spermatozoïdes, soit des ovules, qui sont à N chromosomes. Donc, la méiose réduit le matériel génétique. C'est une division réductionnelle, ou bien c'est la réduction chromatique. Voilà, maintenant la fécondation, il va unir ces deux cellules reproductrices, et le résultat, c'est une cellule à 2N à nouveau. C'est-à-dire, on est parti d'une cellule à 2N, par le phénomène de la méiose, on a produit des cellules haploïdes, et par le phénomène de fécondation, on a rétabli à nouveau la diploïdie. Donc, c'est comme si on avait une réduction chromatique suivie d'une fusion de deux cellules haploïdes, et le nombre de chromosomes chez une espèce, il est conservé. Prenons par exemple l'espèce humaine. L'espèce humaine possède 46 chromosomes. Donc, si on suppose par exemple qu'on est parti de 46 chromosomes, que ce soit chez la femme ou bien chez l'homme, il y aura production de gamètes avec 23 chromosomes. C'est bon? Donc, de 46 à 23, il y a eu réduction, grâce à la succession des divisions de la division réductionnelle et de la division équationnelle. Maintenant, la fécondation, qui va donner un œuf ou bien un zygote, ce zygote-là, il va porter à nouveau 46 chromosomes.
Donc, si ce zygote-là se développe en un fœtus ou bien un nouveau-né, il sera lui-même, comme son père, comme sa mère, constitué de 46 chromosomes. Et comme ça, le nombre de chromosomes est conservé grâce à la succession de la méiose et de la fécondation. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.